nous allons reprendre donc nos travaux avec donc maintenant Linda Kaliundi qui est professeure associée à l'Institut d'histoire de l'art d'archéologie à Tallinn, à l'université de Tallinn, et qui est d'abord spécialiste d'histoire médiévale. Elle est commissaire cette année d'une exposition qui aura lieu au Musée d'art d'Estonie et qui a pour titre « Histoire en images, images dans l'histoire ». Et elle nous parle du symbolisme, genre et construction nationale, imagerie transnationale dans l'Estonie du début du XXe siècle. Merci, mesdames et messieurs. Tout d'abord, bien sûr, je voudrais remercier les organisateurs pour cette invitation. Et le séminaire d'aujourd'hui et cette exposition des armes sauvages nous donne une excellente opportunité de jeter un coup d'œil sur l'art balte sous un autre angle. Et c'est d'autant plus important parce que la majorité des œuvres qui sont exposées à cette exposition sont liées aux efforts de créer, de mettre en place son propre art, son identité. Mais comme partout dans le monde, dans les pays baltes, c'était les idées transnationales, internationales qui avaient un impact sur cet art, comment devrait se représenter cet art vernaculaire. Et comme les intervenants précédents, moi je vais parler également de romantisme national. La question, quel a été le rôle de la culture visuelle dans la construction nationale, de l'identité nationale, donne une autre interprétation ou une importance plus étendue à ce sujet. Surtout aujourd'hui également, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde actuel, l'explosion numérique, etc. Moi, j'ai étudié toutes ces questions avec Tiina Malmgren dans le cadre de l'exposition l'image dans l'histoire, l'histoire en image. Et dans le cadre de cette exposition, on s'est basé sur, ou on s'est inspiré du projet de Aabi Warburg, dans le cadre duquel il étudie le rôle des symboles visuels et leur utilisation à travers des âges. Et nous, on s'intéressait également à cela, comment l'art estonien a utilisé les différentes formes, les motifs, les héros, les scènes qui étaient empruntés dans la culture visuelle internationale. Et comme vous savez, Warburg s'intéressait surtout aux motifs images. C'est Joop Lersen qui a fait la cartographie du rôle de la culture nationale. Et lui, il démontre à quel point l'art de différents peuples était entreliés et quelle était l'importance de l'art dans l'histoire. Et à cette exposition, nous voyons quels étaient les éléments qui avaient une importance de clé pour l'identité des peuples baltes. Et pour mieux comprendre les sujets traités à cette exposition, il faut voir quelles sont les racines de tout cela. Et il faut regarder vers la période après 1860, quand a commencé la période le mouvement national des pays baltes. Moi, dans mon intervention, je vais me concentrer sur les Estoniens, sur l'histoire estonienne, sur le 19e siècle qui était marqué par la suppression de servage. Au 19e siècle, l'identité nationale des Estoniens n'était pas très forte. Et l'Estonie et la Livonie, c'était la région où l'influence principale était détenue par les germano-baltes. On dit même que le peuple estonien se trouvait dans les années 1850 et 60 à la limite d'une crise ethnique. Et le fait qu'on a réussi à accepter le peuple aussi rapidement, cette identité nouvelle, identité nationale, c'est vraiment une histoire de succès de l'Estonie. Et dans tout ce processus, c'est l'identité nationale qui a joué un rôle primordial. Mais on se basait également sur l'exemple de la culture allemande. Deuxièmement, on se basait sur
l'œuvre ou ce que disaient les intellectuels baltes. Ici, vous voyez quelques œuvres des peintres baltes et notre Vanemuine. Une des activistes plus importantes du mouvement national estonien, c'était le peintre Johann Köhler, qui était né dans une famille de paysans, mais qui est devenu professeur de l'école de beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Et il a pris comme l'exemple le mouvement national en Italie. Et ici, vous voyez son œuvre, son tableau qui s'appelle « Réveil du sommeil ensorcelé ». Mais malheureusement, ce tableau s'est perdu. Et sur ce tableau, on voit une histoire allégorique et Köhler l'appelait la légende estonienne. Pendant les croisades, c'est un chevalier allemand qui tombe amoureux d'une Estonienne. Mais cette Estonienne ne l'aime pas, meurt, est enterré dans une chapelle. Un des descendants de ce même chevalier découvre cette chapelle. Et ici, on voit le moment où ce jeune homme tend sa main pour rattraper le talisman de la jeune fille. La jeune fille se réveille et accuse les ancêtres de ce jeune homme d'avoir occupé sa terre et dit qu'elle ne cède jamais son talisman à ce jeune homme. Mais à l'époque, on prenait très au sérieux cette image, cette histoire, parce que cette œuvre symbole est un symbole de l'histoire, du sort des Estoniens. Et quand ce tableau, Le Réveil du sommeil ensorcelé, a été exposé à Riga en 1883, ça crée vraiment un scandale. Et cette œuvre démontre très bien qu'au XIXe siècle, les légendes et les contes de fées, c'était un genre vraiment sérieux qu'on utilisait dans les débats politiques, comme par exemple les relations entre les différentes classes politiques. Et ce motif, au XIXe, au XXe siècle, est très répandu également dans la littérature estonienne. Et ce tableau est aussi radical dans sa critique vis-à-vis des classes gouvernantes que, par exemple, le discours de Karl Robert Jakobson, le premier discours pour la patrie qui utilise les mêmes motifs de l'aube et du réveil. Et ces motifs étaient très répandus au XIXe siècle. On appelle le XIXe siècle, dans l'histoire de l'Estonie, le temps de réveil. Mais ce n'est pas un motif qu'on utilise uniquement en Estonie. Par exemple, on parle également Benedicte Anderson qui dit que ce motif était répandu d'une façon internationale. Et l'utilisation de la figure féminine remonte déjà à la période antique. À l'Empire romain, on utilisait déjà la figure de Britannica. Et cette figure féminine était très répandue au XIXe siècle. Marianne est devenue symbole de la France. Mais en Estonie, ce qui a acquis une signification politique, c'était cette figure d'une jeune finlandaise que vous voyez ici à droite. Et les féministes, les historiennes de l'art disent qu'il était plus facile d'utiliser une figure de femme pour la raison que leur participation dans la vie politique était très restreinte. Et le motif utilisé par Köhler, figure féminine comme réveil, c'était très répandu en Allemagne. Les contes de fées, des belles endormies étaient très répandus. Et comme par exemple ici sur le tableau de Christian Köhler, la Germania qui se réveille. Le mouvement national estonien se basait sur l'exemple allemand. On a repris chez les Allemands la fête de la chanson, par exemple les symboles comme les forêts, la nature. Mais les relations entre la culture estonienne et allemande étaient quand même très compliquées. Il y a l'héritage du colonialisme balte. Et comme toujours, les peuples colonisés imitaient leurs colonisateurs, mais s'opposaient à leurs colonisateurs. Et la figure féminine comme symbole du réveil
n'est pas très répandu pendant une période plus tard. Mais la figure féminine qui s'est répandue plus tard, c'est Linda. C'est la mère du héros de notre épopée nationale, Kalevipoeg. Et sur le tableau de Oskar Kallis, qui est exposé ici à l'exposition, on voit également Linda. Et ici, vous voyez quelle est la différence. La différence, ce qui a été de novateur, qui a été introduit dans l'art du début du XXe siècle par les jeunes artistes. Ce sont ces changements qui ont aussi transformé l'objet de l'art, les événements, les personnages. Le passé préhistorique était à la mode de manière globale, mais les Estoniens ont trouvé par là le moyen de représenter l'âge d'or qui précédait la conquête de l'Estonie par les Allemands. Et même si Kallis a fait d'autres peintures représentant Linda, il s'est penché, comme d'autres artistes, au héros masculin. Si auparavant le symbole du mouvement nationaliste a été Vanemuine, un vieux chanteur, là c'est la figure de Kalevipoeg qui est mise en avant. C'était l'exemple de l'épopée finlandaise Kalevala. Et ensuite, donc, on a publié Kalevipoeg en Estonie, en allemand tout d'abord, et en 1862 en estonien. Le premier à visualiser Kalevipoeg, c'était le même peintre germano-balte, von Maidel. Et les peintres estoniens ont commencé à s'occuper plus de Kalevipoeg seulement au début du XXe siècle. Et ici, dans cette exposition de d'Orsay, on voit plusieurs œuvres qui le représentent. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il se mûrit. C'est un jeune homme qui aime jouer et puis il devient quelqu'un qui gouverne le peuple, qui est chef des armées. La dynamique de Kalevipoeg est reflétée aussi par deux autres peintures de Kallis. Sur une peinture, c'est un jeune homme qui se met sur la tête, mais quelques années plus tard, il représente son couronnement. La figure masculine devient aussi un héros culturel. Un des moteurs de la modernisation de la culture, c'était des groupements d'écrivains et d'artistes dont va parler Tiit Heinostus cet après-midi. Ce qui était important pour eux, c'était le motif de porteur de flambeau. On voit sur cet album, paru en 1905, un jeune homme qui chevauche un cheval, le Pégase. Le design a été fait par l'artiste Nikolai Triik. La couleur rouge est liée bien sûr à la révolution de 1905. C'était le même artiste, Triik, qui a fait le design aussi pour le premier album d'un autre groupement, Siuru, qui prend son nom dans le personnage d'un oiseau mythique. La figure féminine est mise en avant de nouveau en tant que symbole de la nation quand la République d'Estonie est créée. Comme beaucoup d'autres États-nations, les pays baltes sont nés grâce à la Première Guerre mondiale et de chute des empires. L'occasion s'en est présentée grâce aux révolutions en Russie en 1917 et à la guerre civile. Le manifeste d'indépendance a été proclamé en 1918, le manifeste qui fait référence aussi à l'âge d'or préhistorique. Pour garantir l'indépendance, il fallait tout d'abord faire partir les armées allemandes et soviétiques qui avaient occupé une grande partie du territoire. La guerre d'indépendance a duré de 1918 à 1920. Dans son œuvre Naissance de la liberté, fait en 1919, Nikolai Triik représente le peuple en utilisant une figure féminine. C'est une mère qui peut symboliser un pays fraîchement créé, mais aussi la liberté et l'espérance d'un meilleur avenir. L'œuvre est assez dramatique. On voit la lumière autour de la femme qui est entourée de guerriers archaïques, nus,
qui sont morts, qui sont morts. L'exposition montre également d'autres œuvres de Triik influencées par l'art russe et norvégien, par exemple le départ à la guerre. Mais la naissance de la liberté fait partie d'une autre période dans son œuvre. C'est les années 1913-1921 qui reflètent déjà des influences d'art nouveau et d'expressionnisme. Sur le dessin Catastrophe, on peut reconnaître Tallinn, ou plutôt le centre médiéval de Tallinn. Comme le départ à la guerre peut être lié à la révolution de 1905, les images sur Catastrophe peuvent rappeler les nouvelles forces de la société. Cette œuvre est visionnaire, ce qui est typique à l'expressionnisme, mais il s'agit aussi d'une réaction aux révolutions qui ont eu lieu en 1917. Malgré le titre, il s'agit d'une œuvre assez optimiste, comme pour la naissance de la liberté. En 1919, il y a eu une grande exposition de l'art estonien. C'était la première exposition qui offrait un aperçu aussi vaste, allant de Köhler jusqu'à l'époque moderne. Sur l'affiche de l'exposition, on voit une figure féminine porteuse de flambeau. Le design a été fait par Edward Wiiralt, qui fait partie d'une nouvelle génération d'artistes et qui devient plus tard un des représentants les plus importants de l'art graphique estonien. Il y a 3 esquisses de l'affiche. Là, nous avons donc cette femme sur un bateau de vikings qui laisse une impression très dynamique, comme aussi sa posture. Wiiralt représente cette femme dans 2 rôles qui jusqu'ici étaient réservés aux hommes. C'est une guerrière viking et d'autre part une porteuse de flambeaux, héros culturels. Et le lien de la femme avec les aspirations nationales est marqué par sa jupe traditionnelle. Une femme portant un costume traditionnel était un motif très populaire dans l'art germano-balte, puis l'art estonien le reprend. Mais si, de manière générale, ces femmes étaient plutôt des objets d'observation passifs, pour marquer la localité, Wiiralt donne à cette femme un rôle beaucoup plus indépendant. Sur l'affiche définitive, on le voit quand même dans une posture plus statique. Elle ne dirige pas la lumière, mais elle tient le disque projetant des rayons de lumière dans sa main. Tout comme pour l'œuvre Triik, on peut créer un lien ici avec l'espérance pour un meilleur avenir. L'exposition de 1919 était pour l'art romantique estonien la fin d'une époque. Une nouvelle génération est née, les critiques de cette génération s'attaquaient à cette exposition, disant que Nikolai Triik et d'autres artistes étaient démodés, dépassés. Dans les années 1920, les sujets historiques et mythologiques se limitaient aux illustrations et aux arts graphiques appliqués. Et les grands symboles sont revenus seulement dans les années 1920 avec une nouvelle montée de nationalisme. Cette mise en valeur de la figure de guerrier, de la masculinité, est aussi important pour l'œuvre de Christian Raud des années 1930, qui font également partie de l'exposition ici au musée d'Orsay. Ici, le symbole de la nation n'est pas un héros qui se réveille, mais qui dort encore. Mais bien sûr, il s'agit d'un motif très répandu de manière internationale, tout comme les belles se réveillant après un sommeil ensorcelé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je vous invite à nous rejoindre pour cette communication où l'on aborde vraiment à la fois la question du symbole national et celle du devenir de ces artistes et de ces générations qui vont se succéder et qui vont faire qu'à un moment donné, on commence à considérer le symbolisme comme un mouvement qui est démodé de la part des générations les plus récentes.